Au moment où on a rejeté l'hypothèse nulle du test omnibus, on sait qu'au moins un des coefficients est significativement différent de 0, mais on ne sait pas encore lequel. À ce moment, on sait faire des tests sur chaque coefficient séparément pour voir si ce coefficient est égal au 0 ou pas. L'hypothèse nulle pour ce test sera bêta i égale à 0. L'hypothèse alternative, c'est que bêta i n'est pas égal à 0. Le test à effectuer sera un test de student et la statistique prend la forme de bêta chapeau i, donc l'estimation pour le coefficient, moins 0, la valeur du test, divisé par l'erreur standard de bêta chapeau i. Sous l'hypothèse nulle, cette statistique va suivre la loi de student à n-p-1 degré de liberté. Spécifiquement pour le cherry data, on obtient ces valeurs pour les statistiques t et pour les valeurs p. Pour le premier modèle, donc le modèle sur le volume de l'arbre, on trouve que pour bêta 1, on a une valeur pour la statistique de 17,8 et une valeur p qui est très petite. Pour bêta 2, la statistique a une valeur 2,6 et une valeur p de 0,01, donc 1,45%. Les deux variables sont donc significatives sur le niveau de signification à 5%. On va garder les deux variables dans le modèle. Pour le deuxième modèle, on voit la même chose. On a deux variables qui sont fortement significatives et donc le modèle 2 va aussi retenir les deux variables. À noter est que dans le deuxième modèle, les deux variables sont fortement significatives, tandis qu'au premier modèle, bêta 1 est fortement significatif, mais bêta 2 est justement significatif. En plus, la valeur alpha ou les statistiques et les valeurs p pour alpha, on ne va jamais regarder car alpha est l'intercept et il va donc rester toujours dans le modèle. Si on prend R et on regarde la sortie de logiciel, on obtient cette information. Sous call, on voit la formule qu'on a utilisée, donc on voit que c'est le logarithme de la volume en fonction du logarithme du diamètre et le logarithme de la hauteur. Ensuite, on va regarder la statistique f. La statistique f a une valeur 613 avec 2 et 28 degrés de liberté et une valeur p qui est très petite. On voit donc que le modèle est significatif et il y a au moins un coefficient qui est différent de 0. Après, on sait regarder la valeur r carré. La valeur r carré 97,77%. Donc, avec ce modèle, on va expliquer 97,7% de la variabilité sur le logarithme de la volume. Et finalement, on va regarder les coefficients, spécifiquement les coefficients qui correspondent à des variables. Pour l'exemple, on voit que les deux coefficients sont fortement significatifs. Comment maintenant sélectionner les variables pour garder dans le modèle? Certaines des variables peuvent être éliminées suite aux tests simultanés, donc les tests où on va vérifier si le coefficient de la variable est significativement différent de 0 ou pas. Normalement, un modèle plus simple, c'est-à-dire un modèle avec moins de paramètres, est plus facile à interpréter qu'un modèle plus complexe. Vu que ajouter ou supprimer une variable va normalement influencer les valeurs des coefficients, le modèle final doit être ajusté à nouveau. En plus, la valeur r carré va changer aussi. Donc, après avoir ajusté le modèle, on doit vérifier de nouveau que le modèle simplifié reste statistiquement intéressant. C'est-à-dire que le modèle reste significatif et aussi que la valeur r carré est assez large. Supposons que nous avons enlevé des variables du modèle. Donc, on a le modèle complet et on a aussi maintenant un modèle restreint avec moins de variables. Donc, on aura k variables et k est strictement plus petite que p. Des modèles pareils, on appelle des modèles emboîtés car le modèle restreint est complètement contenu dans le modèle complet. On sait comparer la qualité des deux modèles emboîtés en utilisant les sommes des carrés résiduels. Notons SCE avec indice C pour la somme des carrés résiduels pour le modèle complet
et SCE indice R pour celle du modèle restreint. Vu que le modèle complet va exploiter P paramètres et le modèle restreint seulement K, il est très normal que le modèle complet est plus performant que le modèle restreint. Mais la question à poser est que si on va inclure les paramètres supplémentaires, est-ce que l'augmentation en performance est significative? Donc, est-ce que cette augmentation est statistiquement rentable? On veut donc tester si les variables que nous avons enlevées sont vraiment égales à 0 ou pas. Donc, l'hypothèse nulle sera bêta k plus 1, bêta k plus 2, jusqu'à bêta p est égal à 0. Et l'alternative sera que au moins un des bêta i sur les derniers paramètres qu'on a enlevés est pas égal à 0. Ce test est pareil au test omnibus. La statistique d'intérêt est basée sur le rapport suivant. On va regarder la différence entre les sommes des carrés des résidus pour le modèle restreint moins le modèle complet, divisé par P moins K, c'est la différence entre les degrés de liberté entre les deux modèles, par rapport à la somme des carrés résiduels du modèle complet divisé par n-p. Il est possible de montrer que cette quantité, sous l'hypothèse nulle, est distribuée selon la loi F à P-K et n-P-1 degré de liberté. La test à faire est donc de nouveau un test F. Prenons l'exemple pour Cherry Data. Disons que le premier modèle est le modèle pour volume en fonction du diamètre et de la hauteur, et le deuxième modèle va caractériser la volume seulement en fonction du diamètre. Le premier modèle est le modèle complet. Pour ce modèle, la somme des carrés résiduels est 421,92 et le nombre de paramètres est 2. Pour le deuxième modèle, le modèle restreint, la somme des carrés résiduels est 524,30 et il y a une seule paramètre. Pour l'exemple, n est égal à 31, p est égal à 2 et k est égal à 1. Par conséquent, la valeur de la statistique f est la différence entre les deux SCE, c'est-à-dire 102,38, divisé par p moins k qui est égal à 1. Et ça, on va diviser par le SCE du modèle complet, 421,92, divisé par n-p-1. Cela nous donne une valeur de 6,79 et on sait aussi calculer la valeur P qui est égale à 1,4%. Vu que cette valeur est plus petite que 5%, on va rejeter l'hypothèse nulle. Si on rejette l'hypothèse nulle, cela veut dire que au moins un des coefficients pour les variables qu'on a enlevées du modèle est significativement différent de 0. Par conséquent, il y a au moins une variable qu'on ne peut pas enlever et on doit garder le modèle complet. En R, on va faire le test ANOVA pour obtenir la table de l'analyse de la variance. Cette table reprend toute l'information dont on a besoin pour faire le test F et aussi donne directement la valeur de la statistique et la valeur P. Comment on va sélectionner les variables en pratique? La plupart des logiciels vont proposer une sélection automatique des variables en procédant pas à pas. Donc, c'est une procédure itérative. On va ajouter ou enlever une variable à la fois. Par exemple, pour les données RIKZ, le logiciel R, via la commande ANOVA, va procurer l'output suivant. On doit lire ce tableau de haut en bas. La première ligne va donner la comparaison entre le modèle Y égale à alpha, donc le modèle sans variable, et le modèle avec seulement la variable angle. La deuxième ligne va comparer le modèle de la première ligne, donc le modèle avec la variable angle, et le nouveau modèle qui ajoute la variable NAP au premier modèle. On voit que la première comparaison, donc la première ligne est significative, donc on devrait ajouter angle au modèle. La deuxième comparaison est aussi significative, donc on ajoute aussi la variable NAP. Même chose pour la troisième, mais pas pour la quatrième. Donc la quatrième ligne n'est plus significative. Ajouter humus au modèle n'est pas significatif, donc on ne devrait pas le faire.
Mais le problème est que l'ordre est choisi arbitrairement. C'est-à-dire, si on avait choisi un autre ordre pour faire les comparaisons ou pour ajouter les variables au modèle, on pourrait trouver un autre modèle. Pour cette raison, c'est mieux d'utiliser une autre approche. A priori, on pourrait considérer tous les modèles possibles, donc considérer toutes les combinaisons de variables et comparer ces modèles. Mais, et surtout si le nombre de variables est important, cette procédure n'est pas gérable du tout. Il est donc recommandé de suivre ou bien une sélection descendante, une sélection ascendante ou un mélange des deux. Pour une sélection descendante, backwards selection, on va commencer par le modèle complet qui reprend toutes les variables et après on va éliminer les variables une à une tant que c'est possible. La sélection ascendante, forward selection, est l'inverse. Pour cette méthode, on va commencer avec le modèle vide et on va ajouter des variables une à une. À chaque étape, n'importe quelle approche on va sélectionner, on va choisir le modèle le plus performant. Donc pour une sélection descendante, c'est le modèle avec le moindre perte d'informations. Pour une sélection ascendante, c'est le modèle avec le gain la plus importante en information. Naturellement, on va seulement ajouter ou éliminer des variables autant que celui-ci corresponde à une amélioration du modèle précédent. Il existe plusieurs critères pour comparer les modèles. Un critère à utiliser est le coefficient de détermination ajusté. Un autre critère est le critère AIC, Aikaike Information Criteria. Pour sélectionner le modèle optimal, on va chercher pour la valeur R carré ajustée la plus grande ou la valeur pour AIC la plus petite. Appliquons une sélection ascendante à l'aide du R carré ajusté pour les données RIKZ. On commence avec le modèle initial, le modèle vide, donc c'est le modèle qui n'a que l'intercept. Après, on va regarder les différents modèles avec une seule variable. Donc, la variable angle, la variable NAP, la variable grain size, la variable humus et la variable weak. Pour chaque modèle, on va calculer la valeur R carré ajustée où on regarde l'output du logiciel et on trouve la valeur montrée ici. Si on regarde le tableau, on voit que la valeur la plus grande est la valeur qui correspond à la variable weak. L'opération optimale est donc de ajouter la variable weak au modèle initial. Le nouveau modèle donc devient alpha plus bêta star fois la variable weak et la valeur R carré ajustée est égale à 44,73%. Dans la deuxième étape, on prend ce modèle actuel et on va ajouter chaque des variables qu'on n'a pas encore utilisées. On va donc considérer le modèle weak plus angle, weak plus NAP, weak plus grain size et weak plus humus. Entre ces modèles, on voit que la valeur R carré ajustée la plus grande est 64% et cela correspond à ajouter la variable NAP. Le nouveau modèle est donc alpha plus bêta star fois weak plus bêta 1 fois NAP avec une valeur R carré ajustée de 64,35%. On prend ce modèle actuel et on ajoute à la fois angle, grain size et humus et on recalcule le R carré ajusté. Maintenant, on voit qu'aucun ajout va améliorer le critère. Il ne vaut donc pas la peine d'ajouter une autre variable et selon la technique de la sélection ascendante, le modèle optimal est composé des deux variables weak et NAP. On pourrait aussi créer le modèle avec une sélection descendante et à l'aide par exemple de l'AIC, de nouveau sur les données RIKZ. Pour faire ça, on commence avec le modèle complet, donc le modèle qui utilise toutes les variables, et on va enlever une variable à la fois. Pour chaque modèle considéré, on a la valeur AIC. Et on a dit qu'on voudrait trouver la valeur AIC la plus petite. Dans ce cas, on trouve que la valeur pour le AIC la plus petite est 106,78,
qui correspond à enlever la variable humus. Le nouveau modèle a donc les variables angle 2, NAP, grain size et week, mais on a enlevé humus. On va faire la même chose. On va enlever à la fois une des variables et on calcule le AIC et on cherche de nouveau pour le AIC la plus petite. Maintenant, on voit que grain size, enlever grain size, va donner une AIC de 104,80. C'est la valeur la plus petite dans la liste. Donc, l'opération optimale va consister à retirer grain size dans la deuxième étape. Troisième étape, on commence avec le modèle angle plus NAP plus week et on va enlever les variables une à la fois. On regarde les valeurs AIC et on voit que l'opération optimale dans cette étape est à retirer angle car ça va encore diminuer la valeur AIC. Maintenant, on a un modèle avec deux variables NAP et week. On enlève ces deux variables une à la fois et on recalcule les valeurs AIC. Maintenant, on voit que les valeurs AIC pour l'enlèvement de NAP ou l'enlèvement de week sont plus hautes que la valeur AIC du modèle. Le modèle avait une valeur AIC de 103. Si on enlève NAP, on trouve une valeur 122. Si on enlève week, on trouve une valeur 130. Donc, enlever une variable ne va pas améliorer le critère et par conséquent, la sélection est finie. Le modèle optimal est le modèle avec deux variables NAP et week et dans ce cas, on obtient le même modèle final qu'avec la sélection ascendante, une chose qui n'est pas garantie. Si maintenant on calcule le modèle optimal, donc on va estimer richness en fonction de week et NAP, on trouve les coefficients suivants. L'interprétation de NAP est la plus facile. La valeur est égale à moins 2,27. Cela veut dire que si on va augmenter la variable NAP avec une unité, richness, l'indice de diversité de l'espèce, va diminuer avec une valeur de 2,27. L'autre variable week est une variable qualitative à 4 modalités et on voit que la première semaine est choisie comme valeur de référence. Pour week 2, on a une estimation de moins 7,62, ce qui veut dire que par rapport à la première semaine, dans la deuxième semaine, la moyenne de l'indice de diversité d'espèces sera 7,62 plus bas. De même manière, pendant la troisième semaine, l'indice de diversité est en moyenne 6,17 plus bas que dans la première semaine, et pour la quatrième semaine, la diminution est 2,59 par rapport à la première semaine. En plus, si on regarde l'output en détail et on regarde les valeurs P pour les différents coefficients, on voit que la valeur P pour week 4 n'est pas significative. Néanmoins, on ne va jamais enlever cette variable. La variable week 4 n'est pas une variable sur soi-même. C'est une partie de la variable week et donc on va toujours traiter week 2, week 3 et week 4 comme une entité. Donc on va ou bien enlever les trois au même moment ou bien garder les trois au même moment, mais on ne peut pas sélectionner dans les trois variables demi. Visualisons maintenant le modèle de régression. On a ici le nuage de points et par catégorie, par semaine, on a utilisé différentes couleurs et symboles. Les observations en noir sont de la première semaine, bleu c'est la deuxième semaine, vert c'est la troisième semaine et en rouge on voit les observations dans la quatrième semaine. Rappelons le modèle optimal que nous avons trouvé. Si l'observation est prise dans la première semaine, W2, W3 et W4 sont égales à 0. Dans ce cas, l'estimation pour la variable dépendante est donnée par 11,36 moins 2,27 fois la valeur de NAP. Cette équation donne la ligne en noir. Si l'observation est prise dans la deuxième semaine, l'équation pour la ligne pour la droite de régression est 11,36 moins 7,62
moins 2,27 fois la NAP. Cette ligne de régression est la ligne en bleu. Et en vert, on voit la ligne pour la semaine 3. En rouge, la ligne de régression pour la semaine 4. Si maintenant on compare les droites de régression avec les observations dans la même couleur, on voit que les droites de régression ne suivent pas vraiment les observations. Surtout pour la valeur en rouge, il y a une grande différence entre la tendance des observations et la droite de régression. Mais on peut constater la même chose pour la deuxième semaine en bleu et peut-être aussi pour la première semaine en noir. Cette constatation indique qu'il manque des interactions entre les deux variables Wick et NAP. Pour inclure des interactions, on va changer la formule en R. Au lieu d'utiliser Wick plus NAP, on va maintenant écrire Wick fois NAP. Dans ce cas, on obtient des coefficients pour la variable Wick, on obtient des coefficients pour la variable NAP et aussi des coefficients pour l'interaction entre Wick et NAP. Si on regarde la valeur pour la statistique F, on trouve une valeur P de 3,93 fois E à la puissance moins 11, donc c'est très significatif. Le modèle est qualitatif. La valeur R carré est 79,97%. Donc notre modèle de régression va expliquer environ 80% de la variabilité dans la variable explicative. Et finalement, on va analyser la significance des coefficients. Et là, on voit que tous les coefficients sont significatifs. Il n'est donc pas nécessaire d'enlever des variables et on sait utiliser le modèle comme il est. Le modèle final est donc 11,40 moins 8,04 fois W2 moins 6,37 fois W3 plus 1,37 fois W4 moins 1,90 fois NAP plus 0,42 fois W2 fois NAP moins 0,01 fois W3 fois NAP moins 7 fois W4 fois NAP. Si on retourne au nuage de points, on peut recalculer les droites de régression pour les différentes semaines. Pour les observations de la première semaine, W2, W3 et W4 sont égales à 0 et donc la droite de régression sera 11,40 ou 11,41 moins 1,90 fois le NAP. C'est la ligne en noir. Pour la deuxième semaine, W2 est égal à 1, mais W3 et W4 égale à 0. Donc la droite de régression est 11,41 moins 8,04 plus moins 1,90 plus 0,42 fois NAP. Cette droite est dessinée en bleu et de même manière, on sait calculer les droites de régression pour la troisième semaine en vert et pour la quatrième semaine en rouge. On voit maintenant que les droites de régression ne sont plus parallèles et qu'ils suivent beaucoup mieux les observations par semaine.